plus de 6 ans d'attente pour réussir à faire ça. Donc là, on commence à voir que entre les premiers problèmes américains et l'arrivée du sujet, on a un écart. Donc, hop, on continue. En 2019, on a l'étendue de l'obligation au secteur privé de l'accessibilité, sachant que depuis des années, alors forcément aux États-Unis, ils sont beaucoup plus procéduriers. On aime bien faire des procès sur tout. Il y a un procès historique sur une personne aveugle qui a mis plus d'1 heure pour prendre un billet d'avion aux États-Unis et qui a réussi à récupérer des millions auprès de l'entreprise d'aviation. Globalement, ça a fait un peu bouger les fesses aux entreprises américaines. Nous, en France, on a un petit peu moins ce problème ou cet avantage-là. Donc forcément, encore une fois, on attend 2019 pour l'obligation du secteur privé. Et alors, cette obligation-là, en plus, elle vient se rajouter d'énormes conditions qui font que, globalement, il y a très peu d'entreprises qui sont touchées. Donc, on va avoir tout d'abord le besoin d'avoir un chiffre d'affaires à 250 millions d'euros annuels. Donc, comment vous dire que demain, ce n'est pas l'entreprise d'une dizaine de personnes qui va être touchée. Ça va vraiment être les grands groupes français. Heureusement, ça va venir à évoluer. On a des nouvelles versions du RGA et des WCAG qui viennent évoluer régulièrement, qui viennent rajouter sur le texte, qui viennent également préciser certaines choses. Les technologies évoluant, ce sont des référentiels qui évoluent toujours. Et enfin, en juin 2025, on a l'entrée en vigueur de l'EAA, ce qui a poussé l'écriture de ce talk, ce qui pousse globalement tout le milieu un petit peu à rentrer en émulsion et à se bouger. Donc, qu'est-ce que fait l'EAA? C'est qu'il augmente les obligations à une grande partie du secteur privé. Alors, comment est-ce qu'il fait ça? Il le fait en baissant 2 conditions. Aujourd'hui, si vous êtes une entreprise de moins de 10 employés, vous n'êtes pas concerné. Si vous êtes une entreprise de moins de 2 millions, vous n'êtes pas concerné. Mais on va dire que passer le seuil du chiffre d'affaires de 250 millions à 2 millions, là, d'un coup, on commence à concerner un petit peu plus de monde. Et donc, par exemple, pour ne pas citer les clients qu'on peut beaucoup voir dans le Nord, aujourd'hui, on fait beaucoup d'audits, on se pose beaucoup de questions sur l'accessibilité, et on commence à faire avancer le sujet côté privé, grâce à cette baisse et à ce texte européen. Excusez-moi. Alors, évidemment, ce n'est pas du jour au lendemain que tout ça va arriver. Pour tous les prochains projets, les nouveaux projets, ils doivent être accessibles dès le 28 juin 2025, donc ça c'est normal. Heureusement pour les entreprises, elles ont jusque 2030 pour être accessibles. Donc ça permet aux entreprises de prendre le temps de mettre en place l'accessibilité dans leurs projets. Aujourd'hui, l'accessibilité, c'est beaucoup plus compliqué de venir corriger un site non accessible que de créer un site de manière accessible. Comme on l'a montré, c'est principalement du HTML, c'est principalement réussir à coder d'une manière saine. Et quand on arrive avec une codebase qui a 10 ans d'existence, ou même moins, hein, c'est difficile d'aller chercher tous les petits soucis à droite et à gauche. Donc ces obligations-là, comment est-ce qu'elles s'organisent? Alors pour le secteur public, on a l'obligation de publier un schéma pluriannuel. Donc comment, en plusieurs années, on va réussir à remonter le pourcentage d'accessibilité? Et on a l'obligation d'un plan d'action pour l'année en cours, donc quelque chose de très précis, avec le nombre de personnes mises sur le sujet, avec les fonctionnalités qui vont être corrigées. On va avoir la politique d'accessibilité, les ressources humaines et financières, l'organisation de la prise en compte, l'intégration des clauses contractuelles, le processus de contrôle de validation, la totale. Évidemment, ça c'est pour le secteur public. Pour le secteur privé, ils ont été un peu plus gentils. On a, et donc ça concerne aussi le secteur public, hein, évidemment, on a la mise en conformité en elle-même, donc de mettre votre site accessible. Il faut savoir aujourd'hui qu'un site, il est accessible ou il n'est pas accessible. Ils ont mis un entre-deux de partiellement conforme, mais globalement, ça n'a aucune valeur. Si on vous demande d'être en conformité, c'est 100%. Donc, il faut savoir que la moindre erreur aujourd'hui fait tomber le pourcentage. Donc, il faut vraiment réussir à couvrir tout le spectre des erreurs d'accessibilité.
Donc voilà, hein, c'est globalement non conforme, c'est 50%. Partiellement conforme, c'est au-dessus de 50%. On s'est grave cassé la tête pour trouver les chiffres côté Arcom, je pense. Et totalement conforme, le 100%. Mais évidemment, qu'est-ce qui va se passer si vous ne faites pas ça? Eh bien, les amendes, les amendes, les amendes. Donc il va y avoir des autorités de contrôle qui vont venir vérifier que votre site est accessible. Ils vont faire un audit, ils vont vérifier que vous êtes ou non au pourcentage. Ils vont d'abord vous envoyer une petite lettre. Cette petite lettre, elle va dire « Oh là là, attention, vous êtes un mauvais élève. Vous avez X temps pour corriger. Si vous ne le faites pas, dans ce cas-là, donc pour tous, 25 000 € par infraction constatée et par application. Et après, pour le secteur public, c'est jusqu'à 50 000 € d'amende par défaut d'accessibilité. Renouvelable tous les 6 mois. Donc, admettons, par exemple, vous êtes un site de retail et vous avez un site pour vos vélos, vous avez un site pour vos shorts de bain, vous avez un site pour X choses, eh bien, ces 25 000 €, ça sera par non-présence de la déclaration d'accessibilité, non-conformité, donc au global. Donc, bam, 50 000 € d'amende, renouvelable tous les 6 mois, et par site. Autant vous dire que très très vite, pour les entreprises possédant plusieurs applications, plusieurs sites, alors il n'y a pas de différence en plus entre application interne et application, site web disponible à tous. Comme les applications internes, si elles ne sont pas accessibles, c'est considéré comme de la discrimination à l'embauche. Eh bien, je vous laisse deviner à quel point les amendes peuvent monter très 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 vite. Et on parle en millions, parfois dizaines de millions. Quelles sont les autorités de contrôle? Alors, c'est le moment où je vais commencer à parler très très vite pour réussir à lire et que tout le monde puisse profiter des noms à rallonge de nos administrations. Donc on a l'ARCOM, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui s'occupe principalement des sites web. C'est elle avec qui on va avoir affaire la plupart du temps. La DGCCRF, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, qui, elle, va venir vérifier effectivement, pareil, que vous êtes en règle. Et donc, en fait, ces deux institutions-là vont travailler main dans la main pour s'assurer que les sites web sont OK. On a l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Donc là, ça va, comme l'indique le titre, ça va être plus pour tous les moyens de communication, la presse. Et enfin, on a la Banque de France, merci de ne pas être un acronyme, l'ACPR et l'AMF, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'autorité des marchés financiers qui vont s'occuper de tout ce qui est moyen de paiement, tout ce qui va concerner les règlements. Donc, comment tout ça se met en place? C'est ce que je vous présente là, c'est un petit aperçu qu'on a eu l'année dernière. On a une conférence qui s'appelle A11Y Paris, qui est une conférence qui parle de tout ce qui est de l'accessibilité en France. Et on a les intervenants législatifs qui viennent très régulièrement. On a par exemple Stéphane Chao de la direction interministérielle du numérique qui vient régulièrement pour nous donner des scènes un peu ubuesques. On a l'ARCOM et Laurence Péco-Rivolier qui dirige la partie accessibilité sur le sujet, qui vient aussi faire des interventions pour nous dire où est-ce qu'elle en est dans la mise en accessibilité. Vous allez voir que c'est assez folklorique. Et cette année, elle nous a proposé deux choses. La formation intensive pour tout le monde dans le service public, pour l'instant. Donc elle remarque, et on remarque tous, qu'aujourd'hui l'accessibilité, un des principaux problèmes dedans, c'est que les gens ne sont pas au courant du sujet, ne savent pas comment le régler, et surtout que les personnes qui décident des budgets ne connaissent pas le sujet, donc n'ont pas tout simplement de budget sur le sujet. Donc, former tout le monde, principalement les décideurs du service public, et alors ça, voilà, c'est le grand point de doute que nous avons eu, et il propose un outil d'audit automatisé. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, ça n'existe pas. Nulle part dans le monde. Aujourd'hui, vous voulez tester et automatiser de l'accessibilité, vous allez pouvoir tester uniquement 30%. Tout le reste, ça va devoir être fait à la mano. Donc, ils nous ont dit en juin ou juillet, je crois,
qui voulait faire un outil d'audit automatisé qui n'existe pas pour décembre. Donc on est clairement sur une vision réaliste de ce qu'on peut faire dans le futur. Et tout ça pour augmenter l'accessibilité. Alors, il y a un mois ou deux, une interview de notre cher Laurence est sortie, qui nous a annoncé fièrement que 3% des sites étaient conformes et que 0,38% des sites ont été audités et testés. Autant vous dire que ça avance bien, hein, franchement. On parle du secteur public, hein, en plus de ça, on n'a même pas commencé à envisager de tester le secteur privé. Donc, comment dire que dans la communauté, les inquiétudes sont assez grandes. Pour terminer un petit peu ce tour d'horizon, je vais vous proposer quelques solutions pour mettre en place l'accessibilité. C'est de la manière dont j'ai pu le mettre en place en mission. Évidemment, c'est une méthode qui a plus ou moins fonctionné. C'est pas une méthode parfaite. C'est quelque chose de complètement subjectif qui m'a aidé personnellement à mettre en place et à motiver les équipes pour le faire. Maintenant, chacun sa méthode, mais ça peut déjà vous donner une forme de petit template représentation de comment est-ce que vous pouvez mettre en place l'accessibilité. Tout d'abord, un audit. Donc là, on a ara.com, qui est un site qui a été fait par le gouvernement pour réussir à faire des audits un peu précis et avoir un outil un petit peu pratique à utiliser. Donc vous voyez, on a ici le taux global de conformité, qu'est-ce que vous avez de non conforme, qu'est-ce que vous avez de conforme. Et donc, il faut savoir que 35%, par exemple, pour l'instant, c'est le maximum que j'ai rencontré suite à un audit pour un site qui n'est pas accessible. Enfin, quand j'arrive sur une mission, en général, les sites, ils sont à 30%. Voilà. C'est rarement au-delà. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les sites de retail, par exemple, que j'ai pu rencontrer, c'est des sites qui sont un peu concrètement des kraken, qui vont dans tous les sens, et donc les erreurs se multiplient facilement. Il faut savoir que quand vous avez un critère, par exemple, qui est non conforme, c'est tout le critère qui tombe. Donc que ça soit, par exemple, si sur la page d'accueil, vous avez une image qui est porteuse d'informations, mais qui n'a pas d'alternative textuelle, dans ce cas-là, bam, c'est non conforme, mais c'est valable pour toutes vos pages. Donc dès que vous avez une erreur, c'est terminé. Donc, cet audit, ça va vous permettre d'avoir un tour d'horizon de ce qui se passe mal sur votre site vis-à-vis de l'accessibilité. Et à partir de là, il faut reprendre toutes les erreurs, toutes les non-conformités et s'amuser à créer 1 milliard de tickets Jira. Pendant que nos chers PO font ça, eh bien, ce que je propose, c'est de commencer par prendre des parcours utilisateurs, identifier tout ce qui est bloquant à l'utilisation de ces parcours utilisateurs principaux, réussir à avoir une forme de sanity check sur tout le long de ces parcours, supprimer les bloquants, absolument, le plus important, donc de réduire les irritants, et comme ça vous allez avoir au moins les premières fonctionnalités utilisables de votre site, que par exemple si quelqu'un arrive, veut mettre un produit au panier, aller sur le panier, payer, il puisse le faire. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, avec ce qui est testable actuellement, vous utilisez vos outils d'automatisation préférés comme Cypress ou Playwright et vous automatisez ces sanity checks de manière à garder votre site accessible constamment et que si demain quelque chose vient à lâcher, eh bien, vous serez au courant dans votre CI/CD par exemple. Un tableur de suivi, alors ça c'est parce que certains ont des passions pour Excel, pas moi, mais ça aide quand même à savoir où on en est. Donc ce que je fais, c'est que je mets toutes les anomalies que j'ai eues dans mon audit dans un tableur, je lui mets son petit ticket Jira, je lui mets ce que j'appelle les phases, on verra ça juste après. Est-ce qu'il y a besoin d'un UX ou un UI? Est-ce que c'est pris au bloquant? Est-ce que c'est fait? Quelles sont les pages concernées? La description, et enfin un petit blabla tech en précision pour réussir à faciliter un peu le travail pour la personne qui va récupérer ça. On peut rajouter d'autres choses. Est-ce que par exemple il y a un besoin externe? Donc parfois certains soucis, admettons par exemple vous êtes sur la page de paiement, vous allez avoir une iframe à l'intérieur qui va s'ouvrir vers PayPal. Eh bien si PayPal n'est pas accessible, c'est de votre faute. Concrètement, c'est à vous de vous arranger avec PayPal ou alors c'est à vous de proposer un moyen de paiement alternatif. Une fois que j'ai fait ce petit tableur-là,
je propose, enfin ce tableur-là me permet de trier donc par phase, comme je dis. Donc, c'est pas vraiment des phases, on va dire que c'est plutôt des priorités. En priorité numéro 1, parce que pour les clients privés, ça fait pas trop mal que de parler de quick wins, ils adorent ça, même si c'est un mot dégueulasse. Donc c'est des critères très faciles à corriger. Par exemple, vous allez avoir juste une petite erreur quelque part, et donc ça va être parlant. Quand vous allez refaire un audit, le pourcentage va tout de suite augmenter. Évidemment, c'est pour gonfler superficiellement, mais ça a quand même pour avantage de réussir à traiter les petites broutilles dès le début pour se concentrer ensuite sur le cœur du problème, qui vont être les points majeurs, les irritants principaux du site, ce qui va vous demander un peu plus de travail, mais qui va être votre travail de fond. Il faut savoir que même s'il y a une forme de frise là, ce n'est pas quelque chose de temporel. Vous allez traiter tout ça plus ou moins en même temps. Juste ça, ça va être le plus rapide. Ça va être un peu moins rapide. Et enfin, la troisième phase, ce qui va vous coûter le plus cher, ça va être les critères particulièrement coûteux, lourds. Ça va être tout ce qui va être avec une autre équipe, par exemple. Admettons, vous utilisez un design system. Je parlais tout à l'heure de nos chers copains UX/UI. Eh bien, ils vont faire un design system et ils vont pas du tout penser à l'accessibilité. Eh bien, ça va être à vous de travailler avec le design system. Et Dieu sait que jusqu'ici, ça n'a jamais été le plus facile, enfin la plus facile des équipes avec lesquelles j'ai dû travailler. Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de l'acculturation. Globalement, quelque chose de très très important dans l'accessibilité aujourd'hui, c'est de prêcher pour sa paroisse, c'est de faire connaître le sujet, c'est de réussir à embarquer le plus de monde à l'intérieur de vos équipes. Et ça passe par toute la chaîne du projet. Les décideurs et les chefs de projet, ils ont besoin de connaître le sujet, sinon jamais ça terminera dans votre tableau Jira. Ce fameux tableau Jira, on a besoin des PO, les propriétaires de produits, les product owners, pour réussir à bien cadrer le sujet, à réussir à le comprendre. Et donc ça, pareil, ça demande de la formation, ça demande de l'acculturation. De la même manière, nos designers UX/UI, s'ils ne sont pas au courant des sujets d'accessibilité, ils vont commencer à mettre du jaune clair sur du jaune vif, et on va commencer à ne rien voir. Je suis sûr qu'ils font ça, je les ai déjà vus. Enfin, on a nos développeurs. Alors les développeurs, eux, ont besoin d'encore plus de formation, puisque c'est eux qui vont implémenter. Il va falloir qu'ils soient réellement au courant du plus possible des différents problèmes d'accessibilité. Aujourd'hui, par exemple, dans le RGA, ça représente une centaine de critères, avec eux-mêmes leurs sous-critères. Évidemment, ça apparaît comme une source énorme d'informations, mais les référentiels sont là pour ça. On n'apprend jamais le dictionnaire par cœur, on n'apprend pas le code civil par cœur quand on est en droit. On lit comme tout le monde. Et enfin, nos amis les testeurs, qui vont venir pouvoir, donc si en plus de ça ce sont des testeurs qui font de l'automatisation, vont pouvoir rajouter des tests automatisés, mais vont surtout pouvoir s'assurer que la mise en place de l'accessibilité a été faite correctement à l'intérieur de vos sites. Une fois que vous avez acculturé les équipes, que vous avez mis en place vos sujets, que vous avez commencé à traiter les erreurs, eh bien, on automatise tout ce qu'on peut, le plus possible, de manière à éviter de faire retomber le score d'accessibilité. Donc pour ça, on a plein d'outils. Un des plus connus, Lighthouse, ici. Ensuite, on a Pali et Axe, qui fonctionnent très bien tous les deux. À savoir que je vous conseille d'utiliser les trois en même temps. Alors ça peut paraître un peu lourd pour une CI/CD, mais aujourd'hui, les trois ne donnent pas les mêmes choses, les mêmes résultats. Aujourd'hui, Axe et Pali sont complémentaires dans ce qu'ils sont capables de traiter. Donc, voilà un petit peu le tour d'horizon de comment vous pouvez mettre en place l'accessibilité. Une fois que vous avez ça, on peut dire que c'est terminé. Alors, est-ce que c'est réellement terminé? Non. L'accessibilité, comme j'ai pu le montrer, c'est quelque chose c'est un travail de fond. Il faut que tout le monde le prenne en compte du début à la fin de la chaîne. Mais une fois que le gros de ce qui a été corrigé ou mis en place a été fait, c'est comme une tâche de fond qui fonctionne. Si vous faites du bon HTML, bah vous ferez tout le temps du bon HTML. Évidemment, il pourra y avoir des erreurs. Évidemment, il va y avoir des moments où vous allez retomber sur des soucis d'accessibilité. Vous allez pouvoir les corriger. Mais ça va devenir moindre par rapport à tout ce que vous avez fait. Voilà ce qui conclut cette présentation. Je vous propose, si vous le souhaitez, de récupérer les slides ici.
si ça vous intéresse. Et juste après, je vais vous mettre le petit lien Open Feedback. Et pendant ce temps-là, j'aimerais remercier Fanny, ici présente, qui a été une super accompagnatrice pour ce premier talk. C'est la première fois que je parle devant des gens dans un amphi et un micro. Et ça me rappelle à quel point ma voix est désagréable. J'aimerais aussi remercier Tourentech de l'accueil. J'aimerais remercier mon entreprise Sphère de m'avoir permis de venir ici. J'aimerais remercier ma maman et le café. Et merci à vous d'être venus. Alors, le petit lien Open Feedback. Et si vous avez la moindre question, alors déjà je reste là pendant les 2 jours, donc n'hésitez pas à venir me voir pour parler d'accessibilité. Ça, c'est mes petits liens. Si vous ne les voyez pas assez grands, voilà. Oui. Ah. Alors j'ai mis ça en plus grand, c'est peut-être mieux. Désolé. Il y a eu un micmac à tire-larigot. C'est mieux? Ok, nickel. Est-ce que vous voulez avoir le feedback? Est-ce que c'est tout bon? Eh bien, on va pouvoir passer aux questions, si vous en avez. Oui. D'accord, ok. Alors, oui. Alors, la différence entre conformité et accessibilité. Je vois que c'est quelqu'un qui connaît le sujet pour poser cette question-là. Alors, effectivement, aujourd'hui, un site n'est jamais accessible. Dire qu'un site est accessible aujourd'hui, c'est plus ou moins une hérésie. Si ça se trouve, je l'ai fait par abus de langage pendant ma présentation, je suis désolé. Aujourd'hui, on parle de mise en conformité d'un site, puisqu'on ne peut être accessible uniquement par rapport au référentiel. Et l'accessibilité en elle-même du site, elle est impossible, parce qu'il va y avoir des situations de handicap différentes en fonction de chaque personne. Et malheureusement, aujourd'hui, on ne peut pas prévoir toutes les situations, notamment dans les cas de polyhandicap. Une personne qui est à la fois atteinte auditivement et visuellement va se retrouver dans un grand problème quand elle va consulter les sites. Aujourd'hui, dans tout ce qui est bonne pratique de l'accessibilité, on conseille par exemple de faire un menu d'accessibilité et dans ce menu d'avoir des modes d'usage. Donc ça va être différents modes, un mode non-voyant, un mode malentendant, un mode dyslexique, qui vont, eux, venir adapter le site à chaque utilisateur. Par exemple, pour un non-voyant, et ça peut être quelque chose de tout à fait bénéfique, même au niveau des performances. Par exemple, pour quelqu'un de non-voyant, pourquoi faire un affichage? Pourquoi venir afficher du texte que la personne ne sera pas capable de voir? Et alors, dans ce cas-là, vous pouvez lui proposer uniquement des alternatives auditives. Et vous pouvez personnaliser exactement le site. Évidemment, tout le monde n'est pas capable de faire ça aujourd'hui. Il y a des bons exemples. Il me semble que Orange, par exemple, propose des modes d'utilisation. Est-ce que j'ai répondu à ta question? D'autres questions? Ouais. Sur les amendes. Un sujet qui intéresse tout le monde. Oula! On va y arriver. Ouais. Oui. Mmh. La question est de savoir à quel niveau en fait ces déclarations, ces dernières sont déclenchées, parce qu'avant on communiquait un peu moins sur les taux de conformité, un peu moins visibles et sur des cas maintenant effectivement toutes les entreprises vont dire de 50 à 100 et après de 100%. Est-ce qu'il y a des orientations pour dire quand l'amende se déclenche, c'est juste en dessous des 50%? Alors, je répète la question pour le micro. Globalement, l'idée, c'est à quel moment va se déclencher l'amende aujourd'hui, parce qu'on communique de plus en plus sur le sujet, et enfin, les entreprises communiquent de plus en plus sur le sujet. Comment est-ce que on va... Enfin, quand est-ce que ça va être déclenché? Pour l'instant, on n'a pas vraiment d'exemple, puisque on va dire que pour l'instant, c'est beaucoup de courriers. C'est beaucoup de courriers. Alors, c'est des courriers qui vont directement au PDG, mais ça reste quand même des courriers qui ne déclenchent pas tout de suite
une amende. C'est le but. C'est ce que disait Laurence Péco-Rivolier. Le but, c'est pas de faire la police et d'arriver et de dire « Oula, t'es un mauvais élève, tu dois payer ». C'est plutôt de faire de la pédagogie et d'arriver devant les entreprises et de dire « Tu n'es pas conforme, montre-moi patte blanche que tu vas te mettre en conformité ». C'est plutôt leur manière de voir les choses actuellement. Évidemment, au fur et à mesure que le temps va évoluer, le ton, j'espère, va changer. Plus on va se rapprocher de 2030, plus le ton va être pressant, plus les possibilités d'amende pour, par exemple, les nouvelles applications vont être possibles. Mais effectivement, pour l'instant, on l'a vu avec ce chiffre de 0,38% des sites audités, et qu'on parlait du secteur public. Pour l'instant, on n'en est pas encore à la politique répressive réellement, je pense. Oui. Alors aujourd'hui, alors est-ce que les audits sont faits par des organismes privés ou est-ce qu'ils sont faits par des organismes publics? Alors au sein de l'Arcom, ils sont faits au sein de l'Arcom par les ETP qui sont présents. Aujourd'hui, par contre, beaucoup d'organismes privés, de cabinets de conseil proposent des audits au sein des entreprises pour que eux après viennent se mettre en accessibilité. Enfin, viennent se mettre en conformité, pardon. Oui. Ouais. Hmm. Oui, oui, c'est les applications. Alors aujourd'hui, en France, on est un petit peu en retard sur la législation européenne. La législation européenne est plus grande. Il se trouve que donc, la DINUM, qui s'occupe du RGA et qui s'occupe de faire évoluer le texte, travaille sur une nouvelle monture depuis 4 ans, ne la fait pas du tout avancer. La dernière fois que quelqu'un a communiqué sur le sujet, alors pardon, j'ai oublié de répéter la question. La question c'était les applications web sont aussi concernées par les obligations, enfin les applications web et mobiles. Aujourd'hui, par exemple, on a le Luxembourg qui est venu rajouter au texte français quelques précisions qui viennent du texte européen. Donc le RA-Web, c'est l'équivalent du RGA côté du Luxembourg, RA-Web. On va avoir le RA-PDF, qui est en fait un ajout qui va venir parler des fichiers PDF. On va avoir, c'est le RA-Mobile, je crois, ou quelque chose comme ça, mais il y a un texte aussi pour le mobile qui a été rajouté côté Luxembourg. C'est des textes qui ont été principalement inspirés par le RGA. Aujourd'hui en France, on a du mal à reprendre ces textes pour les appliquer, puisque la navette parlementaire, et aussi parce que la direction interministérielle du numérique cherche beaucoup d'excuses pour le fait de ne pas beaucoup travailler sur le sujet, ne prenant pas ça comme une priorité comme d'habitude. Stéphane Chao avait notamment dit « Oui, mais vous comprenez, c'est compliqué, il y a eu la dissolution de l'Assemblée l'été dernier ». Bon, ça fait 4 ans qu'ils travaillent dessus, ça m'étonnerait que c'était le principal frein, mais bon, globalement, on est un petit peu inquiet de l'évolution du texte. Mmh. Mmh. En fait, la loi européenne, elle contraint tout le monde.
contraint les sites, les applications, fait pas il y a des distinctions évidemment à l'intérieur des textes, mais ne fait pas réellement de distinction sur les amendes. C'est pour ça notamment qu'il parle d'application, hein, que ce soit application web ou application mobile. Donc effectivement, pour répondre à la question que je vais répéter, oui, on a des belles applications mobiles aujourd'hui. Oui, on a l'impression d'être dans une Tesla, comme vous dites, mais ces applications mobiles ne font pas exception au problème majeur de l'accessibilité, qui est qu'aujourd'hui, très peu de personnes sont conformes et très peu de sites sont conformes. Encore une fois, je vous invite, j'avais parlé au départ du rapport Web Million, qui s'occupe du million de homepages. On voit que 4,1% des homepages sont accessibles, sont conformes. C'est ridicule. C'est vraiment un chiffre complètement ridicule, et les applications mobiles ne font pas exception à ce problème-là. Est-ce que quelqu'un a une dernière question ? Merci. Ouais. Mmh. Alors je suis pas un expert CI/CD pour le coup. J'ai pas eu l'occasion d'assez éprouver ces outils-là pour pouvoir dire les exactes différences. Ce que je sais, c'est que l'avantage de Lighthouse, c'est que ça vous propose des très bons rapports de l'état de l'accessibilité de votre site, des bons rapports de l'accessibilité de votre site, là où Pali et Axe va plus rentrer dans la précision des problèmes, il me semble. Alors encore une fois, ça va prendre avec des grandes pincettes que je n'ai pas eu à mettre en place ces outils. Je sens qu'il y a une précision. Ouais. Mmh. Donc, pour répéter, Axe va plus s'occuper de tout ce qui est structure et ce que Lighthouse ne traite pas. 26 secondes, il y avait une dernière question là-bas, je crois. Ouais. Ah oui, complètement. C'est marrant, je l'ai à chaque fois cette question. À chaque fois que je présente le talk, je l'ai. Oui, effectivement, hein, par exemple, un site web, enfin une entreprise qui a proposé des sites web, il va falloir que tous ces sites web soient accessibles. Si par exemple elle héberge 1 millier de sites qu'elle a elle-même créés, ce millier de sites, je vous laisse deviner à quel point ils vont s'amuser à corriger tout ça. C'est terminé. Pause café. Merci à tous. Et bon tour Entech.